On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, dans le comté de Saint-Jean. Il s'appelle Serge Tremblay. Mais d'abord, parlons d'un dossier qui a été très complexe, très médiatisé, soit l'établissement et la construction d'un complexe sportif à Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait que le projet a évolué. Il y a eu un enjeu politique sur le choix du terrain. Après ça, une plainte au ministère des Affaires municipales. Bref, le projet a failli presque avorter. Et là, à minuit moins une, pour ne pas dire 16h29, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, le dossier a fini par se régler. On reçoit à l'instant le président d'Imagim, accompagné du directeur des loisirs à la Ville de Saint-Jean, Mario Bastien. Un des dossiers importants de la dernière ou des dernières années, c'est la construction d'un complexe sportif le long de l'autoroute 35. On sait que le projet a été modifié au fil du temps, mais bon, évidemment, là, le projet, principalement, c'est le gymnase, c'est Imagim, l'école de gymnastique, avec le dojo également pour l'école de judo. Tout ça chapeauté aussi par l'expertise de la Ville. Et vous le savez, dans les dernières semaines, avant et après les élections, le dossier a, disons, longuement traîné suite à une plainte qui a été déposée l'été dernier au ministère des Affaires municipales. Probablement qu'au moment même où vous regardez cette émission, on est probablement déjà en élection. Donc, il y avait aussi urgence d'agir avant l'élection, mais finalement, la bonne nouvelle a fini par tomber. Deux invités pour nous en parler et réagir. D'abord, le président d'Imagim, Denis Fortin. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Mario Bastien, qui est le directeur du service des loisirs à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Commencer avec vous, M. Bastien, parce que je vous ai senti à la fin janvier, vous avez fait une présentation devant le nouveau conseil avec beaucoup de membres, beaucoup de parents de Imagim. J'ai senti, disons, l'impatience dans vos propos. C'est un dossier qui a tourné un peu carré. Ce dossier qui a tourné carré, c'est qu'il n'y avait pas de raison de tourner carré. Il n'y avait aucune bonne raison sur la table pour faire en sorte que le dossier soit retardé. Il y a eu effectivement une plainte d'un citoyen, quel qu'il soit, déposé au ministère des Affaires municipales à l'effet que la Ville n'avait pas respecté les processus d'appel d'offres dans ce dossier-là. Mais dans la vraie vie, la Ville n'a fait aucun appel d'offres. C'est un organisme sans but lucratif qui est déjà propriétaire de son bâtiment, qui a décidé d'opter pour la construction d'un nouveau complexe appuyé par la Ville. Donc, nous avons fait une contribution financière, un soutien professionnel, un soutien technique à Imagim pour réaliser son propre projet. La Ville n'avait aucune faute, n'avait commis aucune faute d'aucune façon dans ce dossier-là, si ce n'est qu'en fin de course, après 28 semaines de réflexion au ministère des Affaires municipales... 28 semaines? 28 semaines, ce qui n'est pas banal en soi. C'est des dossiers qui sont traités habituellement entre 4 et 6 semaines. On est arrivé presque en fin de course en disant « Oh, il y a un petit quelque chose qu'on a soulevé. Le terrain, on avait cédé par bail amphithéotique à Imagim, le terrain, pour lequel on reprenait au terme de 25 ans le bâtiment et le terrain. Et on dit, on n'aime pas ça, il faudrait que le terrain soit cédé à Imagim. En 2 temps, 3 mouvements, nous avons cédé le terrain à Imagim, nous avons racheté leur bâtiment actuel du 125 Richelieu, puis la transaction fut réglée. Bon, parce qu'initialement, c'était un peu un copier-coller du projet de la deuxième glace à Marcel-Larocque à Iberville. La seule différence, que le terrain là-bas appartient déjà à la commission scolaire, c'est ça? À la commission scolaire. C'est une infime technicalité. Le modèle d'affaires, le modèle de développement, on les a conçus en même temps, l'aréna et le complexe sportif. Mais là, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pourquoi ils ne vous l'ont pas dit avant? J'aurais bien aimé avoir la réponse. Pour vous le dire? J'aurais bien aimé avoir la réponse et toutes les questions que nous posions, que ce soit aux élus provinciaux, que ce soit dans les cabinets ministériels, que ce soit aux fonctionnaires, aux services juridiques, on n'avait aucune réponse. Donc, force est d'admettre qu'on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Puis peut-être qu'on n'aime mieux pas le savoir. M. Fortin, pourquoi y avait-il urgence d'agir? Parce que le bâtiment qui nous appartient, dans lequel on reçoit les enfants, est en piètre condition. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 50, qui a été négligé de façon importante depuis le verglas, qui était à l'abandon quand on l'a acheté. On l'a rafistolé. Puis, en plus, on n'a pas la capacité de satisfaire à la demande. Puis en plus de ça, vous avez eu un dégât d'eau il y a quelques semaines. Oui, bien évidemment, il y a déjà plusieurs années qu'on regardait la possibilité de réparer la toiture, mais on dit « Ah non, là, on a un procès, c'est imminent, ça va... » C'est qu'on ne voulait pas investir 100 000 là-dedans pour le démolir l'année suivante. Bon, M. Bastien, une autre sous-question, urgence d'agir pour l'organisme. Mais pourquoi y avait-il urgence d'agir? Bien oui, parce qu'il y a un déclenchement de campagne électorale, mais au-delà des élections,
il y avait comme des contraintes là, par rapport Mais il y avait, au processus. dans le processus, puis c'est le processus d'Imagim, nous avons exigé d'Imagim qu'il respecte toutes les exigences que nous avons, que le ministère des Affaires municipales a à notre égard, en termes de processus d'appel d'offres, en termes de transparence dans les processus, en termes de règles d'attribution. On les a obligés pour éviter de se faire taxer, nous, la Ville, de dire qu'on fait des choses autrement pour se soustraire à nos obligations. On a dit, imagine, c'est des appels d'offres publics avec une ouverture de soumission, des enveloppes avec un suivi rigoureux auquel on a assisté de A jusqu'à Z. Il y a des gens fort compétents, des ingénieurs comme Denis, d'autres ingénieurs qui sont propriétaires d'entreprises à l'entour de la table. Ils ont fait ces devoirs-là comme nous les faisons tous les jours. Sauf que là, vous, dans le fond, vous aviez déjà accordé le contrat suite au processus, c'est ça? En fait, le contrat, l'entrepreneur était déjà choisi avec un prix... La soumission, juste précis, ouais. Les soumissions avaient déjà été faites. Ouais. Ça terminait le 27 décembre, il devait y avoir une décision d'Imagim. On a réussi, Denis a réussi à aller chercher un accord de l'entrepreneur pour reporter ça au 27 septembre. Au 27 février, pardon. Ouais. Et en février, on est arrivé, à vrai dire, le 27 février à 16h27 exactement. Nous avons reçu l'avis du ministère des Affaires municipales en nous disant c'est correct, le dossier va passer. Donc, dans le fond, l'entrepreneur a gelé son prix le temps que le dossier chemine au ministère. Exactement. Et comment avez-vous réussi à le convaincre? Bien, son point de vue là-dedans, c'est qu'en partant, il était intéressé à faire le travail. Et puis, il dit, regarde, on va s'organiser à l'intérieur de l'enveloppe pour arriver puis maintenir nos conditions. Essentiellement, c'est ça. Puis, il nous a supportés. Parce que l'impact, ça aurait été quoi? Ça veut dire qu'il aurait fallu retourner en processus de soumission? Ça aurait retardé le projet? Il y avait deux processus de soumission. On a incité Imagim, la Ville a incité Imagim à faire un processus d'appel d'offres pour le financement. C'est assez inusité. Habituellement, tu vas avoir ta banque, tu empruntes. On a fait un processus rigoureux d'appel d'offres pour le financement, pour aller chercher les meilleurs taux. C'est qu'on mettait les institutions financières en compétition les unes face aux autres, de manière à aller chercher le meilleur taux. Ils sont allés chercher des taux extraordinaires. Ouais. Après ça, ils ont fait le même processus au niveau de l'appel d'offres pour la construction. Il y a 8 entrepreneurs qui ont fait des propositions. Nécessairement, le jeu de la compétition a fait en sorte que les prix ont été très abordables et très admissibles. Oui. Maintenant, nos délais qu'on a passés du 27 décembre, du 27 février, nous mettaient à risque que l'entrepreneur dise « Non, moi, je me rétracte » ou « Je vais essayer de négocier avec vous une augmentation des coûts », ce qu'on a réussi à colmater pour pas qu'il y ait d'augmentation des coûts de processus. Est-ce qu'on sait déjà quel entrepreneur a obtenu le contrat? Oui, c'est Construction RDJ. OK. Bon. Là, maintenant, c'est quoi la suite des choses à partir d'aujourd'hui? Il y a pas mal de paperasse à signer. Il y a une séquence dans laquelle il faut faire les choses. Il va y avoir faut se porter acquéreur du terrain. La Ville doit se porter acquéreur des bâtiments. Il faut finaliser l'entente avec le ministère de l'Éducation, loisirs et des Sports sur la subvention pour que la banque finalise ses papiers, pour qu'on puisse signer, pour qu'on puisse émettre des chèques, qu'on puisse accorder. On a pour 2 semaines à peu près. OK, 2 semaines de paperasse. Vous êtes financé par qui, finalement? Qui a obtenu C'est la Banque nationale. La Banque nationale. Donc, 2 semaines de paperasse, puis une fois que la paperasse est terminée, comme on dit en bon québécois, à quand la pépine? L'affichage sur le site a été fait dès lundi, la grande affiche géante pour dire que le complexe sportif Imagim va être instauré là. On peut présumer si d'ici 2 semaines, toutes les signatures sont complétées de part et d'autre, parce que la décision du ministère des Affaires municipales était la première étape d'une série d'étapes. On ne pouvait pas les faire avant. Il y avait comme une obligation, tout comme Imagim ne peut pas signer le contrat formel avec l'entrepreneur tant que le ministère de l'Éducation, qui donne à Imagim une subvention de 2,7 millions, tant que ce dossier-là n'est pas complété, il ne peut pas signer avec l'entrepreneur. L'entrepreneur ne peut pas affecter ses sous-traitants tant qu'il n'a pas signé. Donc, c'est des échéances qui déboulent. Je pense que d'ici la fin du mois de mars, la première pelletée de terre aura eu lieu avec l'entrepreneur sur le terrain. Fin mars. On peut présumer. Oui, peut-être même un peu... le plus tôt possible, en fait. Il y a ce qui arrive, c'est qu'on a un budget limité, on veut le respecter. On va faire bientôt face à des conditions de printemps, des conditions de dégel. Les charges vont être réduites sur les routes, les coûts de transport vont augmenter en flèche. Ce qui risque d'avoir une pause là, entre la première pelletée de terre puis les premiers travaux de
de creusage, d'excavation. On en a pour combien de temps, la construction? Normalement, c'était 26 semaines, mais avec le délai auquel on va faire face, ça va être vraisemblablement un peu plus que ça. Ça va nous faire évidemment manquer la rentrée de septembre, parce qu'on va se ramasser avec la livraison du bâtiment probablement fin octobre. Fin octobre. Ce qui veut dire que les enfants vont être pris dans le taudis encore pour quelques mois additionnels. Puis, il y a une clientèle qu'on devra refuser parce qu'on n'a pas la place. Et les gens vont choisir d'autres activités. Et puis, on va manquer notre première année, dans le fond. Bon, parce que vous, normalement, une année une saison de l'école de gymnastique, c'est comme une année scolaire. C'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est de septembre à juin. Exactement. Donc, vous n'avez pas comme une deuxième saison en janvier? Il y en a une deuxième, mais tout le monde va être déjà engagé dans ces activités. Oui, on va faire seulement une deuxième saison plus intéressante que d'habitude, mais on a perdu le oomph de la rentrée. OK, à cause de ce délai-là. Ça, c'est l'impact négatif exact. auquel vous êtes confronté. Parce que, dans le fond, une fois installé là-bas, votre capacité d'accueil va augmenter de combien de places? De 50 Oh là là, c'est énorme. Oui, facilement. C'est que dans la vraie vie, on double la superficie. Imagine qui est tout près de vos locaux ici, au 125 rue Richelieu, a 10 000 pieds carrés de superficie d'activité. J'élimine les autres espaces communs. On s'en va dans une superficie où il y aura 20 000 pieds carrés. On double, mais on ne double pas la capacité parce qu'actuellement, on est exigu, on ne respecte pas les normes, on est dans les locaux. Si on est comme quasiment dans la porte d'un garage en arrière, on s'est organisé tant bien que mal au fil du temps. Donc, pour respecter les normes de sécurité, les normes de dégagement, les normes de circulation, mais en fait, ça augmente de 50%. Vous refusez combien de monde par année? Je vous dirais qu'à la rentrée, on refuse présentement une centaine d'enfants. Mais c'est pas négligeable, considérant qu'il y en a qui viennent nous voir puis ils vivent de bord. Parce que quand ils voient l'état des lieux... Ils ont vu l'état des lieux puis ils ont c'est pas très attirant. Oui, ça, je suis assez d'accord là-dessus. On peut présumer qu'à l'intérieur d'une période de 3 ans, puis c'est là où on manque comme notre première année, notre lancement, là, ça vient affecter de façon très spécifique les activités d'Imagim et son financement, parce qu'Imagim prend des risques aussi. C'est un des rares organismes communautaire qui a son propre bâtiment dont il est le propriétaire, donc qu'il a financé lui-même et pour lequel il a été chercher une équité. C'est fort honorable d'un organisme sans but lucratif qui réussisse à arriver là. Nécessairement, la première année représentait un oomph particulier pour aller hausser la clientèle, pour réussir à lui permettre à Imagim de financer l'ensemble de ses activités. On manque le oomph parce qu'on va commencer ici sur la rue Richelieu. On n'augmente pas la clientèle, on n'augmente pas le wow qu'on va récupérer au fil du temps, mais ça vient impacter de façon importante la première année. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que le dossier se règle, non pas à minuit moins 1, mais à 16h29? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que ça finisse par se régler? Les pressions constantes de M. Fecteau, le maire, les pressions constantes de M. Fortin, d'appel, du service du greffe du contentieux chez nous, du service des finances qui ont pas lâché, où tout le monde a fait son bout de chemin pour pousser. J'aimerais comprendre pourquoi ça n'a pas avancé avant, mais je n'aurai jamais la réponse. Puis j'en fais mon deuil, puis maintenant on est en mode action pour réaliser ça. Fait que c'est derrière nous, puis on en est rendu là. Est-ce que vous êtes soulagé un peu? Parce que je vous ai senti, on s'est vu il y a quelques semaines. J'ai lu également certains de vos courriels. Donc, des signes d'exaspération. Vous êtes passé par la gamme des émotions, disons. Oui, je l'avoue. Vous avez raison. Vous savez, c'est des professionnels. C'est frustrant de passer ça. Oui, c'est frustrant, d'autant plus que tous ces gens-là, tout le groupe de le conseil d'administration et les bénévoles sont des bénévoles. Moi, j'ai aucun intérêt personnel là-dedans. On fait ça pour les enfants. Puis on a l'impression qu'il y a d'autres intérêts qui sont en opposition à ça. Moi, j'en reviens pas. Heureusement que le dossier est maintenant réglé et souhaitons qu'on puisse se tourner vers l'avenir. On n'en parlera plus. On est rendu là. On parlait de l'avenir. Merci beaucoup. Bonne chance. Ça fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle justement de cette campagne électorale.
Au moment où vous regardez cette entrevue, nous sommes probablement déjà en campagne électorale, mais au moment de l'enregistrer, donc soit 24 heures avant, on est mardi soir. Mais fort probablement que demain, mercredi, on sera en élection. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les dernières semaines, on a reçu d'ailleurs les députés sortants du Parti québécois, comté de Saint-Jean, comté d'Iberville. On a reçu également Mme Tremblay, qui se présente pour le Parti libéral dans Iberville. Cette fois, c'est au tour de M. Serge Tremblay, qui est candidat pour la CAQ, la Coalition Avenir Québec dans Saint-Jean. Bonsoir à vous. Bonsoir, Gilles. Accompagné de votre président, M. Raymond Boucher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, M. Boucher, vous, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois, voire quelques années que vous militez au sein de la coalition. Pourquoi ce degré d'implication au sein de la CAQ? En fait, je pense que c'est la volonté d'apporter une manière de faire un petit peu différente. Je pense que le programme de la Coalition Avenir Québec est un programme qui nous permet de sortir des deux vieux partis. Je pense aussi, moi j'ai une collaboration avec eux, notamment au niveau du programme fiscal. Oui. J'ai beaucoup d'implications avec plusieurs instances au niveau du parti. Et je pense que bâtir un programme pour permettre aux Québécois et à nos plus jeunes de se sortir un peu, d'améliorer notre position au niveau des finances publiques, d'avoir une autre manière de gérer. Je pense que c'est clé et c'est très important que Saint-Jean soit présent dans l'élaboration de ces politiques-là. Bon, à la dernière campagne électorale, il n'y a pas si longtemps, 1 an et demi, parce qu'on est en gouvernement minoritaire, votre candidat était Yvan Berthelot, qui était le conseiller municipal, qui a d'ailleurs été réélu comme conseiller municipal. Présentez-nous votre candidat, M. Serge Tremblay. Qui est-il? Alors, Serge est un résident de Noyant, qui a toujours eu son rayonnement à Saint-Jean, fréquente les commerces et les institutions de Saint-Jean, a une solide expérience. Donc, je vais le laisser un peu se présenter puis de présenter ses réalisations. Donc, vous êtes issu de quel domaine? Je travaille depuis 30 ans, même plus que ça, 34 ans dans le domaine de l'aérospatial. Et j'ai œuvré depuis ce tout début à développer, mettre sur pied, arrimer les maisons d'enseignement avec les besoins de l'industrie pour s'assurer qu'on ait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs ouvriers, les instances qui permettent la concertation pour avoir une industrie bien implantée au Québec et être à 80% exportatrice et au-delà des 2/3 du Canada. Quel a été votre cheminement politique des 30 dernières années? Parce que comme individu, on évolue. Étiez-vous plus à droite, plus à gauche? Avez-vous déjà été souverainiste? Avez-vous changé d'idée? C'était quoi votre cheminement politique personnel dans les dernières années? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un porte-étendard de la CAQ. J'ai été toujours un fédéraliste, nationaliste au sens très francophone. Je crois au développement du Québec, de ses intérêts, évidemment, de la population, particulièrement au Richelieu. J'ai toujours souhaité qu'on ait des organisations transparentes, efficaces. Je terminais ma carrière en aérospatiale. J'ai lu le programme, j'ai développé des liens avec la CAQ et je plonge en politique pour la première fois. J'ai souvent critiqué. Je pense qu'il est important de s'impliquer si on veut avoir une saine gestion. Bon, est-ce que vous vous connaissiez? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est connus à travers les instances de la Coalition Avenir Québec. Ouais. Bon. Faire de la politique, puis on le sait, on est dans un bout de l'histoire où c'est un peu morose parfois. Et bon, les politiciens se sont fait un peu, disons, varloper ces dernières années. C'est le terme léger. Donc, vous, ça ne vous rend pas craintif de vous impliquer en politique avec tout ce qu'on a pu dire des gens qui en font de la politique? C'est sûr qu'on peut être craintif. Avant d'aller, comme je le fais en politique, tu te poses la question, y a-t-il des choses dans le placard? Qu'est-ce qu'on peut sortir et tout? Mais je pense qu'il est important qu'on puisse avoir, et c'est la seule forme de gérer une société avec des gens élus, et au lieu d'être indigné, je plonge, je veux faire une différence, je veux que les gens comprennent une autre alternative qui est différente des 40 dernières années. Bon, M. Boucher, sur le plan national, et on l'a vu, là, votre chef, M. Legault, dit, écoutez, c'est la campagne de ma vie. Donc, vous avez un chef donc, qui a été ministre, mais qui a eu du succès dans les affaires, notamment avec Air Transat, quelqu'un qui est indépendant de fortune, donc qui nécessairement n'a peut-être pas besoin de travailler. Il dit qu'il le fait pour ses enfants, pour leur laisser un legs qui va être respectable. Donc, on sent tout ça derrière lui. En quoi est-il inspirant pour vous, François Legault? Moi, je pense que c'est un excellent mélange d'expérience et d'expérience tant politique que du côté du milieu des affaires.
l'expérience politique, il faut quand même penser que M. Legault a été ministre de l'Éducation. Il a été impliqué dans la période avec Bernard Landry, toute cette période-là avec le Parti québécois. Et son cheminement est un petit peu le cheminement, je pense, de beaucoup de Québécois. On demeure des gens nationalistes, fiers du Québec, fiers de notre capacité, mais je pense aussi plus fort lorsqu'on est dans la Fédération canadienne que de penser quand, dans les années 2000, dans le 21e siècle, la seule issue est l'indépendance ou la séparation du Québec. Bon. Donc, je pense qu'on est vraiment, je m'inscris vraiment dans cette veine-là. M. Legault a parlé à quelques occasions de son projet Saint-Laurent. Mais très honnêtement, je serais curieux demain matin de faire un vox pop et de poser la question à 50 personnes. Je ne suis pas convaincu que les gens savent nécessairement qu'est-ce que c'est. Donc, première question, c'est quoi le projet Saint-Laurent et en quoi y a-t-il un impact sur notre région ici? Il est clair que le projet Saint-Laurent en est un de dynamiser les forces vives du Québec et de s'assurer qu'on puisse avoir effectivement une société prospère. Tout le plan Saint-Laurent, on a 35 jours. Je ne sais pas la durée pour l'expliquer. Ça devrait être ça. Donc, à chaque jour, on va effectivement développer et appliquer les grandes lignes du parti, pas du parti, mais du programme, dans des situations ici. Je pense juste aux rives du Richelieu qui peuvent être vraiment valorisées, tout le canal, au niveau de la haute technologie, que ce soit l'agriculture, les centres de formation liés au transfert de technologies. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir effectivement mieux expliquer et c'est pour ça que je m'engage pour une courte période et que j'espère très longue pour bien comprendre les enjeux et surtout les solutions. M. Legault disait que c'est très difficile pour les partis d'opposition durant que le gouvernement est en exercice de faire valoir ses idées ou même des fois de se les faire voler là, dans certains cas. Ça, c'est un autre dossier. Mais qu'évidemment, bon, la campagne électorale, c'est comme une trentaine de jours où là, vraiment, les médias parlent abondamment des programmes. Donc là, c'est vraiment la fenêtre d'opportunité de faire comprendre aux Québécois ce que c'est le projet Saint-Laurent. Absolument. Et puis je pense que ce que M. Legault puis on l'a vu dans les derniers 18 mois, lorsqu'on est la deuxième force d'opposition et qu'on a 2 ou 3 questions par année, des fois, on est plus perçu comme des chialeux ou des gens qui vont soulever des éléments que des gens qui allons construire. On l'a vu en fin de session. La loi sur les mines, s'il y a eu une loi sur les mines au Québec, c'est grâce à la collaboration et à l'initiative de la Coalition Avenir Québec qui a tendu la main au gouvernement. De la même manière, sur la Charte des valeurs, s'il y avait eu une moindre volonté du côté du gouvernement, je pense qu'on aurait pu avoir une Charte des valeurs puis vraiment s'adresser aux vrais problèmes du Québec. Je pense que notre population a besoin d'emploi, a besoin nos familles sont limitées, ont un fardeau fiscal incroyable, un des plus importants en Amérique du Nord. Et on le sent, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et on sent que l'économie reprend plus rapidement dans les autres provinces, aux États-Unis qu'au Québec. Donc, je pense qu'il faut donner un bon coup de barre, faire les choses un petit peu différemment, puis d'aller chercher un dynamisme et des cibles claires. Par exemple, dans le projet Saint-Laurent, le centre de développement dans l'industrie du transport, c'est une unanimité ici dans la région. Le Montérégie économique est d'accord avec cet élément-là. Donc, on veut valoriser ces éléments-là. Ça fait partie du projet Saint-Laurent. M. Tremblay, qu'est-ce que vous souhaitez pour le comté de Saint-Jean? On sait évidemment que c'est un comté qui est très urbanisé parce qu'il englobe principalement plus que la moitié de la ville de Saint-Jean, Saint-Jean-Saint-Luc, l'Acadie et une partie de Saint-Blaise. C'est un comté où on parle beaucoup, très, très, très souvent des services de santé, des établissements de santé. Donc, pour vous, c'est quoi la priorité dans le comté de Saint-Jean pour cette élection? Bien, il est clair que les priorités sont les mêmes au niveau national. Je pense qu'il y a le taux de fiscalité, évidemment les grands enjeux sociaux, l'éducation, les soins de santé, tout le décrochage scolaire. Donc, il est important de s'y adresser et on compte vraiment arriver avec des solutions et les expliquer pour bien comprendre qu'il y a une solution maintenant qui va être disponible à la fin des 35 jours et on souhaite bien que les Québécois puissent se comprendre et c'est pour ça que je m'y engage. Et travailler dans l'équipe avec M. Legault, c'est fort intéressant. Juste rappeler qu'il y a 2 semaines, il était en Gaspésie
pas nécessairement pour dénoncer, mais au moins expliquer que ça n'avait pas d'allure de dépenser au-delà de 400 quelques millions pour faire une usine de ciment et créer peut-être 400 emplois. Je pense que l'État a peut-être un rôle autre, il y a peut-être des montages financiers sans prendre toutes nos taxes pour faire ça. M. Tremblay, M. Boucher, merci beaucoup. Donc, bonne campagne électorale. On va avoir l'occasion de se revoir dans les prochains jours. Merci infiniment. Merci. Très aimable. Bonne journée. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Société d'horticulture du Haut-Richelieu organise son assemblée générale annuelle le mercredi 12 mars à 19h au Pasquier, soit au 2e étage. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Vous avez la grille horaire à l'écran. On vous rappelle également qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire des 2 MRC pour acheter vos livrets, MRC du Haut-Richelieu et l'autre MRC, évidemment, MRC de Rouville pour l'autre partie du territoire. Télévision du Haut-Richelieu, vous avez les coordonnées à l'écran. On vous rappelle que pour me joindre directement par courriel, c'est beaucoup plus facile. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Je vous invite également à visiter notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Les entrevues sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Et également, vous pouvez nous suivre tout simplement sur Facebook et sur Twitter. On se fixe rendez-vous, prochain rendez-vous d'ériclatour.com. On vous parle de vélo demain. Bye-bye.